Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission TLS+. Article 222-22 du Code pénal. Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise est une agression sexuelle. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fait souvent, trop souvent, la une de l'actualité, voire même des faits divers. Chaque année, une femme sur 20 de moins de 35 ans est victime d'une agression sexuelle. Sachant que ces estimations sont très probablement en dessous de la réalité et que les agressions ne touchent pas toujours les mêmes, on peut estimer que plusieurs millions de femmes sont concernées. Mais grâce à MeToo, Balance ton port et autres mouvements de révolte initiés par des femmes engagées et courageuses, la parole s'est libérée. Malheureusement, en termes de statistiques, 2019 a été une année noire. Et 2020, cette année tellement différente de ce que nous avons tous connu, cette année confinée. Plus de victimes, moins de victimes, une année propice à la réflexion et à l'émergence de nouvelles solutions ou une année comme les autres? Alors comment agir? Comment réagir face à la détresse et à la terreur des victimes impuissantes qui ne savent pas vers qui se tourner pour demander de l'aide? Eh bien, on en parle maintenant avec mon invité. Diargata Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Résonante. Résonante, c'est une association qui accompagne les personnes victimes de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, avec, si on peut parler spécialité, un accompagnement pour les 15-25 ans, les jeunes adultes, c'est bien ça? Alors, on accompagne toutes les victimes de toutes les formes de violence. Donc, c'est pas spécifique aux violences sexuelles. Alors, c'est une thématique qui ressort beaucoup, tout simplement parce que, par exemple, sur la question des violences sexuelles, à plus de 81%, les premières violences sexuelles ont eu lieu avant 18 ans. Et donc, c'est la raison pour laquelle... 81%. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle c'est une thématique qui ressort beaucoup, mais on fait de l'accompagnement et de l'orientation sur tous les types de violences. Donc là, ça fait 5 ans que l'association existe. L'association n'est pas seule parce qu'il y a une application qui s'appelle AppL, mais on consacrera à la fin de l'émission pour en parler, si vous êtes d'accord. Quand j'ai commencé à préparer l'émission, en allant sur votre site, il y a une phrase qui a retenu mon attention, qui est « venir en aide aux victimes, proches et témoins ». Et je me suis dit, mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit rarement. Est-ce que vous trouvez qu'on ne prend pas suffisamment l'entourage des victimes? Est-ce que vous trouvez qu'on n'entend pas assez leurs souffrances, qu'on ne les implique pas assez justement dans cette lutte? Le point de départ de la création de l'asso Résonante, donc en 2015, j'avais travaillé pour la plupart des grandes associations d'aide aux victimes. Et donc, il y a vraiment deux constats qui ont été faits au moment de ce lancement. C'est d'une part, on n'aborde pas assez ces sujets en direction des 15-24 ans, où la façon de faire, en tout cas, n'est pas adaptée à ce public-là. Et l'autre sujet, c'était vraiment, sur le terrain, j'ai pu me rendre compte que les proches de victimes de violences et les témoins, généralement, n'agissent pas, tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment agir et comment se positionner, qu'elles ont envie, mais qu'elles ne savent pas. Et donc, dès le départ, c'était très important d'impliquer les proches, les témoins, et tout simplement pour arrêter d'attendre que tout parte de la victime. Une victime de violence, elle est déjà dans une situation qui est compliquée et on ne peut pas lui demander de tout faire. Donc l'idée, c'était aussi de permettre aux autres de jouer leur rôle ils sont témoins, ils ont conscience de ce qui se passe, ils voient bien qu'il y a un problème et c'est important d'impliquer aussi toutes ces personnes-là. Parce que c'est venir en aide à la victime. Et ça l'aide, la victime? Vous sentez le fait d'être accompagné par des gens en qui elle a confiance, parce que c'est son père, sa mère, son cousin, sa sœur, son meilleur ami, ça leur donne un petit peu plus de force? C'est le principe même de l'union fait la force? C'est quelque chose... L'idée déjà, c'est surtout c'est surtout pour la victime de ne plus être seule. C'est pas pour rien que depuis 2015, notre slogan c'est « Tu n'es pas seule ». C'est super important parce que la plupart des victimes pensent qu'elles sont les seules à vivre ce qu'elles vivent et puis surtout qu'elles vont devoir se débrouiller toutes seules pour s'en sortir. Et généralement, elles sont isolées. Elles n'ont plus trop de contact avec leur famille, elles n'ont plus trop d'amis, parfois elles ne travaillent plus, elles sont généralement isolées et c'est pour ça que c'est important que toutes ces personnes cassent cette isolation et permettent de tendre des perches. Parce que l'idée, c'est pas de faire à la place de la victime, c'est de lui montrer que des solutions existent et de lui permettre d'y accéder
quand elle sera prête, parce que en réalité, une victime de violence, faut que la démarche vienne d'elle. On ne peut pas faire les choses à sa place. On est là pour l'accompagner, lui tendre des perches et faire en sorte de faciliter les éventuelles démarches qu'elle aurait à faire. Alors je suis étonné parce que vous me dites, mais elle ne sait pas vers qui se tourner, parler à qui, même encore en 2020, même après tout ce qui a été dénoncé ces dernières années, ou est-ce que là on parle d'une catégorie sociale particulière, ou c'est tout le monde? Vous savez, alors tout déjà... Excusez-moi de dire à la table, mais tout le monde a accès aux réseaux sociaux, a accès à Internet, il suffit de taper agression... Alors déjà non, tout le monde n'a pas accès à ces différents outils. Une victime, les femmes qui sont dans des situations les plus compliquées, elles n'ont pas accès à leur téléphone ou elles ont le téléphone sous contrôle. Donc ça, c'est une chose. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des personnes qui seront aussi bien outillées pour donner des infos, pour les transmettre. D'où l'implication des tiers et autres. Ces informations. Et puis... il y a une erreur, pour moi et pour beaucoup de militantes, c'est une erreur de dire que les victimes ne parlent pas. Les victimes, elles sont prêtes à parler, elles sont prêtes à trouver des solutions, c'est juste qu'elles ne savent pas comment leur parole va être accueillie. Et Vous êtes en train de me dire qu'il y a un problème d'écoute ? Ouais, c'est pas la parole qui s'est libérée, ce sont les oreilles qui ne se sont pas ouvertes, qui sont adaptées finalement à ce discours, à entendre ce discours et à ne pas remettre en cause, en tout cas, les témoignages de toutes ces victimes. Je le disais en préambule, on vit une période particulière, mais pour tout, dans tout le fonctionnement de nos sociétés, le confinement. Il y a quelques jours, Marlène Schiappa et Elisabeth Moreno sont intervenues justement pour parler de la plateforme qui est dédiée, qui est proposée par le gouvernement pour venir en aide aux personnes qui seraient justement victimes de violences. Je vous propose de regarder un sujet qui revient un petit peu sur ça et on en reparle juste après. On regarde. Depuis le début du deuxième confinement, le nombre d'appels de victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles sur la plateforme dédiée du gouvernement est en hausse de 15%, a indiqué le 17 novembre le ministre délégué à la citoyenneté Marlène Schiappa. Ce nouveau confinement, qui est ce qui nous amène ici avec mes collègues, nous invite à nouveau, toutes et tous, à la plus grande mobilisation. On constate d'ores et déjà une hausse de signalements à cette plateforme depuis le début du confinement, une hausse de l'ordre d'environ 15%. J'appelle donc à la vigilance de toutes et de tous. Et je lance un appel aux témoins, en leur demandant de prévenir les forces de l'ordre. Si 2020, en raison du confinement, fait craindre une explosion de violence, 2019 était déjà considérée comme une année noire. Elle a été marquée par une hausse de 12% des violences sexuelles par rapport à 2018, selon une première analyse de la délinquance en France métropolitaine publiée par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. En France, en 2019, tous les 2 jours, une femme est morte sous les coups de son conjoint. 25 enfants sont morts dans leur famille. C'est insupportable, c'est intolérable pour un pays aussi développé que le nôtre, pour un pays aussi civilisé que le nôtre. Des chiffres toujours plus importants qui peuvent aussi s'expliquer par une évolution du comportement de dépôt de plainte des victimes dans le sillage de l'affaire Weinstein et par des campagnes en faveur de la libération de la parole des victimes. Je veux, au travers de ce message et de notre présence ce matin, tous les trois, dire à toutes les personnes qui sont victimes de violences aujourd'hui qu'elles ne sont pas seules. Je veux leur dire qu'il est temps que la honte change de camp. Je veux leur dire qu'il n'y a plus d'impunité sur ces violences conjugales et plus nous serons nombreux à en parler, plus nous serons nombreux à porter cette parole, et bien moins ce sujet sera tabou. Les dernières années auront été celles de la prise de conscience de la gravité de ce type de crime. Il n'en demeure pas moins que dans le monde, selon le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, une femme sur 3 a été violée, battue, forcée à l'acte sexuel ou abusée au moins une fois dans sa vie. Alors, beaucoup de choses, des chiffres, beaucoup de chiffres, malheureusement, mais... Je voudrais juste qu'on clarifie quelque chose. Je le disais en préambule, je citais l'article de loi concernant les agressions sexuelles, mais il y a l'agression sexuelle, violence, contrainte, on comprend, menace ou surprise. Qu'est-ce véritablement une agression sexuelle pour vous, vous qui accompagnez les victimes? La définition d'un viol, c'est tout acte de pénétration commis par contrainte, menace, violence ou surprise. Et une agression sexuelle, c'est quand on touche les parties sexuelles de quelqu'un, c'est-à-dire la poitrine, les fesses, le sexe, ou les parties considérées comme pouvant être sexuelles, c'est-à-dire les cuisses, le cou, ce genre de choses. Le corps, dans son ensemble.
les parties considérées comme étant sexuelles. Et donc, c'est pas ma définition, c'est la définition légale de ce que sont les agressions sexuelles. Je pense que c'est important de revenir sur la notion de surprise. Oui, parce que... Je vous coupe 2 secondes, je me permets, excusez-moi, parce que c'est vraiment sur ça que je veux qu'on s'arrête un petit peu. Si on embrasse par surprise quelqu'un sur l'épaule, mais que l'été, parce qu'il fait chaud, c'est considéré comme une agression sexuelle. Alors, on n'a pas du tout parlé de notion de consentement, parce que c'est sans le consentement, et c'est ça qui est important sur la question des violences, de façon générale, et surtout sur la question des violences sexuelles, c'est la notion de consentement. Est-ce que la personne était d'accord ou pas? Alors, quand on parle, par exemple, de baiser volé, on parle d'agression sexuelle, parce que tout simplement, on n'a pas donné notre accord pour être embrassé. Et donc, je pense que cette notion de consentement, elle est très importante. Et même pour aller plus loin, de consentement libre et éclairé. C'est-à-dire qu'une personne qui est saoule, par exemple, a son consentement qui peut être altéré. Donc, c'est vraiment important de poser ses bases et d'expliquer ce qu'est le consentement. Et à partir du moment où une des 2 personnes n'est pas d'accord pour un acte, c'est problématique. J'entends très bien ce que vous êtes en train de me dire, et je pense que c'est là que l'information, le message doit être le plus limpide possible. Mais comment expliquez-vous cet écart de perception entre celui qui va dire « ça va, je vais faire un bisou sur l'épaule », qui considère que c'est totalement anodin, et la jeune femme qui va vous dire, ou la femme, ou peu importe, ou même l'homme, va vous dire « oui, mais moi, il me dégoûte, je suis senti agressé ». Comment, c'est quoi? C'est culturel, c'est historique, ça vient d'où que cette différence? Parce que le viol, on comprend, l'agression, on comprend, enfin la majorité des gens comprennent que violence, contrainte, menace, oui, mais surprise, on ne viole pas par surprise. Alors si, un viol par surprise, c'est par exemple une personne qui est endormie, qui n'a pas donné son consentement et que l'acte sexuel commence. Ça, c'est une surprise. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans le Kama Sutra, lorsqu'on parle de la position de la belle endormie, qui est de commencer, en gros, le conseil, c'est de commencer l'acte pendant que la personne dort. La personne est surprise parce qu'elle dort. Donc, c'est qu'elle... a priori, elle a envie de dormir. Et que, donc, quand on parle de surprise, on parle de ça. Et je pense que cette différence de perception, alors déjà, de dire elle s'est sentie agressée, c'est pas qu'elle se sent agressée, c'est qu'elle est agressée. C'est un fait. Une personne qu'on embrasse sur l'épaule, qui n'a pas donné son accord, c'est une agression. On n'a pas à le faire. Et cette différence de perception, c'est tout simplement parce que je pense, et c'est la raison pour laquelle avec Résonante on travaille sur l'éducation, c'est que je pense qu'il est important juste de dire les choses et de dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Vous trouvez qu'il y a un problème de communication ? C'est pas un problème de communication, c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on n'a jamais dit on n'embrasse pas sans le consentement, on n'embrasse pas ou on ne touche pas les parties sexuelles d'une personne sans son consentement, elle va le faire. Si personne ne la reprend jamais, personne ne lui dit jamais ça me dérange ou ça ne se fait pas ou c'est interdit, elle va continuer à le faire, elle va trouver ça normal, elle va se dire c'est ok, je le fais, je l'ai toujours fait, pourquoi du jour au lendemain ça change? Le problème c'est que personne ne t'a dit que c'était interdit de le faire ou que pour le faire il fallait avoir le consentement de l'autre. Mais là il y a un problème entre l'éthique et le juridique. La zone grise du consentement, comme c'est évoqué parfois dans des jugements ou dans des tribunaux, il y a une zone grise du consentement. Elle existe dans les lois, enfin dans le juridique, mais elle n'existe pas dans l'éthique. Vous, la zone grise du consentement, il n'y en a pas. Il y a où on est consentant, où on ne l'est pas. Donc comment, si juridiquement déjà, si au niveau de la loi c'est pas clair, comment ça peut l'être dans l'esprit d'un mec qui est sous à 3h du mat ou quelqu'un qui a toujours fait ça et qui trouve ça rigolo? Non, pour moi, là, il y a vraiment deux choses. Il y a cette question d'éducation. En masse, aussi bien des garçons que des filles, c'est-à-dire que c'est important d'expliquer. Alors quand je dis des garçons et des filles, tout simplement, c'est juste un fait, c'est que la plupart des auteurs de violences sont des garçons ou des hommes, et la plupart des victimes sont des filles ou des femmes. Donc ça, c'est un fait. Donc il y a un vrai problème d'éducation. Il faut apprendre ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et puis,
il faut aussi apprendre aux personnes qui seraient victimes de ces différents agissements de repérer en fait quand elles sont victimes de violences. Parce que quand je parle d'éducation, c'est aussi important pour les agresseurs que pour les victimes. Si on ne t'explique pas qu'on n'a pas le droit de toucher les parties de ton corps sans ton consentement, quand ça va arriver, tu vas sentir que c'est problématique parce que c'est quelque chose que tu ressens. C'est une agression, ça se ressent, ça se vit vraiment. Et en même temps, si on t'a jamais expliqué que ce n'était pas normal, tu vas peut-être pas forcément en parler quand ça va arriver, ou tu vas juste accepter le fait que ça soit, enfin voilà, le fait que tu peux subir ce genre de choses sans en parler, sans essayer de te défendre, ou sans faire en sorte que ça s'arrête, quoi. Donc cette question d'éducation, elle est vraiment primordiale. Ensuite, il y a la question juridique. Je pense qu'en France, on a un vrai problème sur la loi, sur la législation. Pas la législation, parce qu'on est quand même assez bien équipé en réalité au niveau des lois. C'est surtout sur l'application de ces différentes lois. Je vais prendre un exemple très simple sur la question des violences sexuelles. Donc on est à peu près 200 viols ou tentatives de viol par jour. Ça fait à peu près 94 en France. Ça fait à peu près 94 000 victimes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la fourchette basse. Sur l'ensemble de ces victimes, seulement 10% vont déposer plainte. Et sur ces 10%, il va y avoir 1% de condamnation. Et c'est quand même, c'est juste pas normal. C'est-à-dire que ce que ça donne comme message aux victimes, c'est qu'elles ne seront pas entendues, parce que soit leur plainte va être classée sans suite, soit il y aura très peu de condamnations, et généralement ça ne sera même pas condamné comme un crime, mais plutôt comme un délit. Donc c'est très violent comme message pour les victimes, mais c'est aussi très grave comme message pour les auteurs de violences. S'il y a ce sentiment d'impunité, de se dire qu'ils ne vont pas être condamnés, ça légitime aussi les actes. Ils se disent, effectivement, une plainte a été déposée contre moi pour tel ou tel agissement, et finalement j'ai copié d'un rappel à la loi, c'est que c'est pas très grave, donc je peux continuer. Et je pense que c'est vraiment tous ces sujets-là qu'il faut prendre à bras-le-corps, et ce sont sur ces sujets-là qu'il faut avancer. Alors je veux juste préciser que le viol est un crime, l'agression sexuelle est un délit. Tout à fait. Au niveau de la loi. Alors c'est un problème qui est international, qui touche toutes les femmes du monde entier. Et toutes les catégories sociales aussi. Et toutes les catégories sociales. On a demandé à notre correspondant au Cameroun, Daniel Adé, d'aller à la rencontre d'une association qui vient en aide aux jeunes femmes victimes d'agression. Je vous propose qu'on regarde ce sujet, on revient après. Viviane Tati et ses collaboratrices n'ont plus de répit depuis qu'elles ont créé l'association Sourire de Femmes. Ces jeunes Camerounaises se sont assignées pour mission principale de lutter contre toute forme de violence faite aux femmes, puisqu'elles en sont des survivantes. La violence, c'est quelque chose qui vous poursuit toute la vie. Et nous le disons parce que nous-mêmes, dans notre association, nous sommes principalement des survivantes de violence. Et parce que nous avons lutté pour pouvoir nous en sortir de ce cycle d'autodestruction qu'entraîne la violence que l'on subit. Avec leurs maigres ressources, elles viennent en aide à ces femmes victimes de violences conjugales. Une mission périlleuse puisqu'en plus des menaces des époux des victimes, elles font face à la résignation de celles-ci, lesquelles refusent souvent de porter plainte contre leur bourreau. La mère qui est victime de violences conjugales, physiques du père en question a peur de dénoncer, et on considère que non, si ce n'est pas la mère, l'oncle qui dénonce, alors personne ne peut le faire, alors que tous les voisins autour sont au courant. Ils veulent faire quelque chose, on a les mains bloquées. Les victimes ne voient pas l'importance de sortir de ce déni, parce qu'elles se disent que oui, je vais le faire. Maintenant, tu vas te porter plainte et qu'on ne lui fait rien. C'est toujours moi qui vais subir. Vous allez rentrer chez vous. Cette résignation contribue malheureusement à accentuer le phénomène. Car selon un rapport des Nations Unies, 54,54% des femmes camerounaises sont victimes au quotidien de violences physiques. À cela s'ajoute le viol. Cette jeune femme que nous appellerons ici Mirabel a vécu l'enfer. Elle a tenté en vain de se donner la mort après avoir été abusée par un de ses pasteurs. Bref, quand il l'avait eu ancré dans mon corps, vous voyez, non, je sentais une douleur bizarre. Je pense bien qu'il m'était évanouie.
Et quand je me réveille, quand je viens dans moi, il n'y avait plus quelqu'un dans la salle. J'avais mis une corde au niveau de mon cou, dans la douche. Je m'en souviens. C'est là, ce jour-là, apparemment, je m'étais réveillée à l'hôpital. L'État camerounais, malgré l'ampleur du phénomène, a ratifié un certain nombre d'instruments juridiques internationaux et régionaux. Par ailleurs, la législation interne s'efforce dans une large mesure d'intégrer le principe d'égalité et de non-discrimination pour ce qui est de la reconnaissance et de l'exercice des droits des femmes camerounaises. Diariata, là on le voit, on ne va pas faire de cas particuliers selon les pays, les cultures et autres, mais le discours que vous tenez et qu'on entend et que vous pouvez avoir et ont, MeToo, Balance ton port, les Femmes, toutes celles qui dénoncent justement ces agressions, comment on fait dans un monde aussi multiculturel que le nôtre, où tradition, culture, histoire sont tellement différentes, comment on fait pour avoir un discours audible par tous? Là on le voit, la jeune fille qui a été abusée par son pasteur, comment on fait pour le coup, j'imagine, qui doit être très croyante. Comment on fait pour qu'on ait quelque chose qui soit acceptable et identique pour tous? Alors, la façon de sensibiliser... Et juste une dernière chose, parce que là, on parle de l'Afrique, mais je suis sûr que vous rencontrez des jeunes femmes qui ont aussi, même en vivant en France, qui ont le poids de leur culture, quelle que soit la région du monde. Non, effectivement, il faut prendre en compte... en fait toutes ces différences de culture, ces différences de tradition, etc. La seule chose, c'est qu'il faut juste s'adapter et adapter son discours au public qu'on a en face. C'est-à-dire que la façon dont on sensibilise les jeunes en France, ça ne sera pas forcément la même dans tel ou tel pays et il faut s'adapter. J'ai un exemple très concret sur la question de l'excision, par exemple, au Sénégal. Pour sensibiliser les publics, pour sensibiliser les adultes et les jeunes, ils sont passés par le théâtre, par exemple, parce que par le biais du théâtre, on fait passer plein de messages et donc il faut embarquer les bons interlocuteurs et les bonnes personnes. Un autre exemple très concret pour faire reculer l'excision au Sénégal, ça a été l'implication des imams, par exemple, parce que l'imam a une place importante et respectée, et donc d'impliquer les imams sur ces sujets-là, c'est quand même... C'est permettre d'être plus audible sur certaines thématiques. Je pense que c'est juste une question d'adaptation et dans chacun des pays, les personnes savent par quels moyens on sensibilise spécifiquement les publics. Donc il n'y a pas de façon, universelle de sensibiliser tous les publics. Il n'y a que des cas particuliers? Je pense, et c'est ce qu'on fait avec Résonante, par exemple. C'est-à-dire que pour sensibiliser les 15-24 ans à ces sujets, on ne peut pas utiliser la même méthode que celle qu'on utilise pour les adultes. Pour les jeunes, surtout les jeunes de cette génération, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit clair, il faut que ça fasse sérieux. Même si on est sur la thématique des violences, il faut déjà adapter le discours. La forme est très importante et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup la forme de nos outils. Et puis, on essaye d'être là où ils sont. On sait qu'ils sont dans les établissements, donc on va à leur rencontre. On sait qu'ils sont derrière leurs écrans ou derrière leurs ordinateurs. Et on essaye d'être présent là où ils se trouvent. Alors justement, on va aborder l'application AppL, qui est l'application que vous avez mise en place avec Résonante, justement pour... Vous êtes les seuls et les premières à avoir créé une application pour venir en aide aux personnes, aux personnes victimes de violences. C'est vrai qu'en 2015, quand on a créé cette application, moi j'ai trouvé ça complètement fou et je peux le dire maintenant, je ne savais pas qu'avec Appel, qu'Appel était la première application mobile pensée pour les victimes de violences. J'ai été surprise aussi de me dire, mais c'est quand même dingue, c'est tellement logique de penser application, alors même si on était déjà dans le futur en 2015, mais pour nous c'était logique de penser application mobile, tout simplement parce que tout le monde a un téléphone et que si on souhaite... ne serait-ce que même transmettre de l'information, on passe par les téléphones. Un exemple tout bête. Parmi les constats de départ qui ont mené à la création de l'application, on est parti juste des constats faits sur le terrain pour penser les fonctionnalités. Première fonctionnalité, celle d'alerte. On est parti du constat pur et simple que les victimes n'appellent pas la police, soit parce qu'elles n'ont pas la possibilité, soit parce qu'elles n'ont pas envie, soit parce qu'elles ne pensent pas à le faire.
Et donc l'idée c'était, ok, quand on n'appelle pas la police et qu'on a besoin d'aide, que fait l'être humain de façon générale? Il appelle une personne de confiance. Donc c'est comme ça qu'a été pensée la fonction d'alerte. Alors justement, vous avez un petit clip qui résume ce que vous êtes en train de nous dire. On va le regarder et on revient juste après. Très bien. Regarde. Yariata, on vient de le voir. Concrètement, comment elle fonctionne, l'application? Alors, on télécharge... D'abord, n'importe qui peut télécharger l'appli. Exactement. N'importe où dans le monde. Exactement. Donc, cette application est accessible gratuitement, sans collecte de données et sans pub. Je pense que c'est important de le préciser. Donc, on télécharge l'application, on définit jusqu'à 3 personnes de confiance. Et quand on est en difficulté, on a la possibilité d'enclencher des alertes. On a différents modes de déclenchement de l'alerte. Ça peut être depuis l'appli, depuis un bracelet connecté. On a 4 modes différents. Donc, une fois que l'alerte... c'est fait de façon à ce que l'alerte puisse être passée le plus discrètement possible. Exactement. Et donc, une fois que l'alerte est enclenchée, les 3 personnes de confiance entendent en direct ce qui se passe. Elles ont le suivi GPS en temps réel et en comprenant la situation, peuvent organiser les secours à la place de la victime. Et ce qui est très intéressant et important à préciser, c'est que l'ensemble des alertes est automatiquement enregistré. Donc, ces audios vont pouvoir être utilisés pour faire valoir ses droits à un moment donné. Donc, ça, c'est la fonction d'alerte. Donc l'idée, c'est d'une part permettre à la victime d'enclencher une alerte sans avoir à décrocher son téléphone, appeler la police et parler, parce qu'elle va pouvoir enclencher sans forcément avoir besoin de parler. On va entendre exactement ce qui lui arrive. Et puis surtout, ça permet aussi d'impliquer tous ses proches qui aimeraient et qui souhaiteraient venir en aide à ces victimes et qui n'ont pas encore la possibilité. Donc c'est aussi engageant pour les proches et les personnes de confiance. Donc ça, c'est important. Et on revient à ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire l'implication des tiers pour accompagner les personnes victimes. Exactement. Et ces tierces personnes ont la possibilité, elles, d'appeler les secours en disant « il se passe telle chose à tel endroit ». Mais ce qui est important aussi dans cette application, parce qu'il n'y a pas que cette alerte, il y a aussi tout simplement, on facilite l'accès vers tous les dispositifs qui sont mis à disposition des victimes. On leur demandait, jusqu'à il y a quelques années encore, enfin jusqu'à la semaine dernière, d'apprendre des numéros de téléphone par cœur. Je pense qu'on n'est plus... Enfin voilà, ça n'existe plus d'apprendre des numéros de téléphone par cœur. Donc on a une touche qui s'appelle En parler, qui permet d'entrer en contact avec les associations d'aide aux victimes présentes sur le territoire, local ou national. On a une touche qui nous permet d'être géolocalisés, de voir les structures dans lesquelles on peut se rendre. On a par exemple l'accès au chat. Tout à l'heure, on parlait de la plateforme mise en place par le gouvernement. C'est super comme outil. C'est qu'il y a des gendarmes formés 24 heures sur 24, enfin qui répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si le public ne sait pas comment y accéder, le public ne peut pas en bénéficier. Donc l'idée, c'est de centraliser tout ce qui peut être utile aux victimes et de le mettre dans une application. Alors on rappelle que c'est téléchargeable sur l'Apple Store et Google Store, Android My, que c'est gratuit, tout à fait, que c'est sans pub. C'est ça. Et surtout, en fait, vous êtes la première personne que je rencontre qui souhaite avoir le moins de personnes qui téléchargent son appli, en fait. Tout à fait. Mais non, c'est pas totalement juste. C'est-à-dire que j'ai une telle conscience de la réalité des violences. Il y a tellement de victimes de violences qui ont besoin de cette appli que finalement, j'aimerais que les personnes téléchargent cette application parce qu'il y a plein de victimes de violences. Yariata Ndiaye, merci beaucoup. Merci à vous. Un vrai plaisir de vous recevoir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. D'ici là, continuez à vous informer en regardant Télé Sud et à très bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir, merci. Merci à vous.